Bienvenue pour ce deuxième épisode de Cœur de Mission. Préparez-vous à plonger dans la mission des volontaires Fidesco. Aujourd'hui, Marine et Stanislas nous emmènent au Lesotho. Un petit pays enclavé dans l'Afrique du Sud. Un pays déroutant aussi, surnommé le Royaume dans le ciel, parce que le point le plus bas se trouve à 1400 mètres d'altitude. Partis en mission en famille en 2019, ils ont vécu une expérience un peu particulière sur le terrain, l'arrivée d'un virus qu'on n'attendait pas. Marine et Stanislas, c'est à vous. Bonjour, je m'appelle Marine. Et moi Stanislas. Nous sommes mariés depuis 8 ans et avons 3 enfants, Gabriel, Pia et Raphaël. Donc en septembre 2019, on est parti pour 2 ans au Lesotho, un petit pays enclavé dans l'Afrique du Sud, où nous étions sages-femmes et médecins dans un hôpital local au milieu du pays. Et nous allons vous raconter notre mission. Donc on habitait à Bordeaux depuis 5 ans. On a eu la chance d'accueillir 2 enfants après notre mariage. Il était temps que Stan finisse ses études de médecine. Moi, j'ai fait mes premiers pas en tant que sage-femme à l'hôpital. On avait plein d'amis à Bordeaux, une super maison. On vivait vraiment la Dolce Vita bordelaise. On se rapprochait un peu de la trentaine et on se reposait la question un peu de savoir quel sens on voulait donner à notre vie, quels étaient les éléments importants qu'on avait envie de mettre en priorité. On s'est dit, mais c'est maintenant en fait. Il y a une urgence en fait pour quitter un peu notre quotidien et puis se donner complètement. Avec ce grand désir qui était dans notre cœur, on a contacté Fidesco en fait, qu'on connaissait, pour commencer à discerner avec eux, pour savoir si on était appelé à partir en mission à l'autre bout du monde ou pas. Et donc, ça en est suivi tout un chemin de discernement qui a duré 9 mois, donc le temps d'une grossesse, pour aboutir à un oui. Ils nous ont envoyés en mission au Lesotho pour 2 ans, en famille, pour être médecin et sage-femme dans un hôpital perdu au milieu des montagnes. Alors pour nous, la préparation et le discernement avec Fidesco, ça a pris du temps parce qu'en fait, on les a contactés assez tôt. Et du coup, on avait imaginé longtemps notre départ, on avait imaginé longtemps les choses. Mais faut savoir qu'avec Fidesco, on ne choisit pas notre mission. Et c'est ça qui est très beau, c'est qu'on est vraiment envoyé en mission en fonction des besoins. Et c'est Fidesco qui discerne aussi pour nous de savoir où est-ce qu'on sera les mieux. Et le oui définitif de Fidesco et notre envoi en mission, on l'a su fin mai. On était dans le train tous les deux, d'ailleurs pour une session de formation avec Fidesco. Et là, coup de fil d'un des membres de la team de Fidesco pour nous dire en fait, on a trouvé une mission pour vous, vous allez partir. Et là, je vous mens pas, on est passé dans un tunnel et on a pu capter pendant 5 minutes, donc c'était un peu tendant. Et ils nous ont dit le pays, et le pays, en fait, le Lesotho, vraiment personne, nous on connaissait pas du tout. Et donc là, on sort nos téléphones, on Google, on regarde un peu où est-ce qu'on va débarquer. Mais avec ce sentiment de dire, en fait, c'est pas nous qui choisissons, on s'abandonne, et si on va là-bas, c'est que, en fait, c'est fait pour nous, et on s'abandonne à ce qu'on a choisi pour nous. Je me rappelle, tes parents nous ont accompagnés à l'aéroport, on leur a dit au revoir, et on s'est retrouvés dans l'avion tous les 4, et on s'est dit, ça y est, quoi. C'est parti, on part à l'aventure. Alors à ce moment-là, on parlait pas un mot d'anglais, donc on comprenait déjà rien. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On arrive donc à l'aéroport de Maseru. Il y a un avion tous les 2 jours. On était quasiment les seuls dans l'avion. On avait nos 10 000 valises là. Sur le tarmac, il n'y a pas d'autres avions. Bref, on attend 1 heure, 2 heures, personne ne vient nous chercher. Finalement, au bout de 2 heures, on a un chauffeur de la communauté des sœurs qui vient nous chercher. On a passé 48 heures à la capitale, histoire de faire un peu de papier et puis de découvrir une autre famille de volontaires qui nous ont mis dans le bain. 2 jours plus tard, un chauffeur de l'hôpital où on allait est venu nous chercher et il nous dit « Bon, on arrive bientôt. » On a 1 heure de route, 2 heures de route dans les montagnes, ça serpente, Pia, notre fille vomit, 3 heures de route. On lui dit « Mais on arrive ?» 4 heures de route, 4h30 de route, et on arrive dans un village, alors qu'on pensait aller vraiment dans une ville. On arrive dans un hôpital, la nuit tombe, on voit à peine les sœurs, on nous présente notre maison, y a rien à manger. Heureusement, on avait des pâtes alphabet pour notre petite fille, finalement, qu'on a mangé le soir-là. On a 2 têtes qui sont passées à la porte pour nous dire bonjour, et puis c'était tout. Il n'y avait pas d'assiette, pas de couvert dans notre maison. Il faisait hyper froid et puis voilà, c'était notre première soirée. Ça peut paraître un peu rude comme ça, et en effet c'était un peu rude parce que nous on s'était imaginé
que en fait ils allaient être hyper accueillants parce que quand même on avait quitté nos pays, nos boulots, on avait quitté plein de choses pour venir les aider et qu'en fait on allait être accueillis à un grand buffet, tout le monde allait nous applaudir. Enfin c'était un peu l'imaginaire qu'on avait et en fait personne nous attendait et vraiment les conditions où on est arrivé étaient assez âpres à première vue. Mais ça nous a mis dans l'ambiance tout de suite et vraiment ça on l'a gardé tout au long de notre mission. En fait ça nous a décentré tout de suite. Et ça nous a mis dans une posture d'humilité tout de suite en nous disant en fait on n'est pas des sauveurs, on va pas sauver l'hôpital, sauver la santé du Lesotho. Et en fait le service qu'on a à leur apporter les 2 ans, faut les vivre avec toute humilité. Et en fait on les remercie de ça au final, d'avoir vécu comme ça notre arrivée. En fait, les sœurs qui tiennent l'hôpital là-bas, moi qui tiennent la moitié des hôpitaux au Lesotho, avaient contacté Fidesco pour avoir un coup de main au niveau médical. Et du coup, on a débarqué là-bas en tant que médecin et sage-femme dans un pays au niveau sanitaire qui est des conditions vraiment dégradées. Par exemple, il n'y a pas de fac de médecine là-bas, il n'y a pas de médecins locaux. On était tous des médecins étrangers. Ça commence tout juste à changer là depuis l'année dernière, mais... Donc c'est que des médecins étrangers. On s'est retrouvés du coup à 7 médecins de nationalités différentes, avec pas forcément les mêmes langues, à essayer de travailler ensemble pour soigner les gens qui venaient nous voir. Là-bas, pour vous donner une idée un peu des conditions sanitaires, la moyenne l'espérance de vie c'est 50 ans. Il y a 30% des patients qui ont le VIH et la tuberculose, c'est le plus fort taux au monde aussi. Donc des conditions sanitaires vraiment... très difficile, avec des moyens pour soigner qui étaient très compliqués et qui sont vraiment dégradés avec le temps, notamment avec le Covid. Donc quand on est arrivé là-bas, on a très vite été mis dans le bain parce que forcément à première vue on pouvait aider, mais il nous a fallu beaucoup de temps d'adaptation pour comprendre comment est-ce qu'on allait soigner, parce que si on mettait les mêmes schémas qu'en France, en fait 3 fois sur 4 on n'avait pas les médocs, on n'avait pas les prises de sang, on n'avait pas les examens. J'étais responsable par exemple du service des femmes et pendant très longtemps on n'a pas eu par exemple de prise de sang, donc pour savoir en fait, si une patiente souffre d'anémie, en fait, c'était très compliqué. Même quand on diagnostiquait ça, en fait, on n'avait pas forcément de transfusion possible à proposer aux patients et malheureusement en fait les conditions pour soigner ces patientes étaient vraiment difficiles et ça c'était une grosse souffrance pour nous et qu'on n'a jamais accepté, c'est cette injustice de se dire que c'était des patients qui en France auraient pu être sauvés et être soignés très simplement, et d'avoir notre lunette de blanc et de se dire que en fait c'est des situations médicales qui sont simples à gérer et qu'on ne pouvait pas gérer là-bas que à cause de soucis matériels, en fait, parce qu'il nous manquait de médocs et de moyens diagnostiques. Et c'est vrai que là, le côté spirituel nous a beaucoup aidés, on a beaucoup remis ça, et en fait, on a compris que pourquoi les Basotho priaient et remettaient sans cesse à Dieu leurs difficultés, et beaucoup aussi à l'hôpital. Pour vous donner un exemple, un des premiers jours, en fait, on a assisté une césarienne tous les deux pour découvrir l'hôpital, et juste avant l'opération, tout le monde s'arrête. Et on comprenait pas pourquoi. Et en fait, juste avant d'endormir la patiente, tout le monde a fait une prière avec la patiente. Et alors ça nous a paru trop bizarre au début, mais en fait, on comprend maintenant. C'est que il y a tellement de choses que là-bas qu'on maîtrise pas et qu'on peut pas maîtriser, que naturellement, en fait, ils doivent et ils le font. Et ils se remettent à Dieu. Et du coup, voilà, on l'a senti, on l'a éprouvé, et du coup, on a éprouvé le besoin de faire la même chose. Et de se mettre à leur rythme et de tout remettre. Et il y a de nombreux exemples pour lesquels on était complètement paumés sur la façon de soigner une patiente, etc. Et naturellement, avec le temps, en fait, notre réflexe, c'était de remettre ça dans la prière en disant « mais qu'est-ce que je peux faire de plus ? Éclaire-moi, parce que je ne sais plus faire, je ne peux plus, quoi. » Notre quotidien à Tabaseka, ça commençait assez tôt, puisque à 7 heures, la nounou arrivait chez nous. Une nounou, c'est quelqu'un qui vient nous aider surtout pour toutes les tâches de la maison, pour laver le linge, puisqu'il n'y a pas de machine à laver, on lave tout à la main. Et puis, elle venait aussi surtout tenir compagnie à Pia, qui avait 1 an et demi quand on est arrivé. Donc les enfants, donc Gabriel partait, qui avait 4 ans, partait en même temps que nous, donc à 7 heures à l'école, en uniforme, tout en Sesotho, donc le dialecte local.
Il nous disait qu'il n'y avait pas de chaise et pas de table dans la classe et qu'il n'avait même pas la place de d'étendre ses jambes. Donc il était content de pouvoir le faire l'après-midi, puisque les enfants là-bas n'ont école que le matin. Nous, on partait donc à 7h avec Gabriel. On commençait par une prière avec tous les gens de l'hôpital, chose qui nous paraissait impensable en France. Et ensuite, on rejoignait notre lieu de travail, donc moi la maternité, et puis Stan le service des femmes, puis les consultations des hommes. On travaillait toute la journée. En fait, on habitait sur le campus de l'hôpital, donc chaque salarié avait une petite maison, donc on avait la même petite maison que tout le monde, avec 2 pièces. Nous, on dormait dans le salon, sans vraiment d'eau courante. On a eu de l'eau courante, je pense, 6 mois sur les 2 ans. Donc c'était aussi notre nounou qui allait faire la queue pour récupérer l'eau au robinet du campus pour qu'on puisse se laver, boire et tout ça. Et puis voilà, on venait déjeuner à la maison et puis l'après-midi on repartait travailler et puis on finissait relativement tôt, vers 16h30, pour venir passer un moment avec nos enfants, pour jardiner puisqu'on avait fait un petit jardin. Et puis là-bas, la nuit tombe à 17h, hein, donc à 17h tout le monde rentre chez soi, on dîne et puis on se couche hyper tôt à 20h. Et notre mission a été malheureusement beaucoup rythmée par le Covid. Donc nous, on arrivait en septembre et les premiers cas de Covid en France, c'était entre décembre et mars, il me semble. Et c'est vrai qu'en Afrique, pour le moment, il n'y avait pas beaucoup de cas. Ça a eu une petite latence. On avait beau anticiper, on avait beau prévoir ce qu'on pouvait. On était face à un manque cruel de moyens. On n'avait pas forcément de masques, on n'avait pas de moyens pour se protéger. On n'avait même pas de solution hydroalcoolique, donc il n'y a quelquefois pas d'eau dans l'hôpital pour se laver les mains. Et un manque de moyens thérapeutiques, de médicaments cruels qui faisait que lorsqu'il y a eu des vagues de Covid, on les a pris de plein fouet et une mortalité qui était vraiment dure à vivre. Pour vous donner un exemple, en fait, on était livré par l'Afrique du Sud en oxygène le vendredi. Donc l'hôpital recevait quelques bouteilles à peine. Et je pense que le lundi ou mardi, les bouteilles étaient vides. Donc il fallait attendre la fin de la semaine sans oxygène à l'hôpital. Et en fait, les patients qui en avaient besoin, ils ne pouvaient pas en avoir, quoi. Et on a vu trop de patients mourir de ça, juste un manque d'oxygène. On a eu une collègue qui est morte du Covid sous nos yeux. Il y a le médecin chef de l'hôpital qu'on a hospitalisé avec mes collègues en urgence parce qu'il était dans une situation critique. Donc le Covid, on l'a vécu de plein fouet sur le plan médical. Et ça a été très, très dur à vivre. Et on a vécu, comme tout le monde, des confinements, un isolement complet où on n'avait pas le droit de sortir de l'hôpital, etc. Et ça a duré tout le reste de notre mission pendant 1 an et demi, pendant lesquels les frontières avec l'Afrique du Sud étaient fermées. On a vécu ce pays économiquement à l'arrêt, ce qui a entraîné en fait des famines et des cas de malnutrition en forte hausse qu'on a vu dans le service de pédiatrie notamment. Et alors malgré ces difficultés, on a goûté, on a vu la résilience de ce peuple incroyable, la solidarité qu'ils mettaient en place entre eux, familiale, amicale et autres. Quelques petites anecdotes, par exemple, on avait le jour de notre anniversaire de mariage, on avait prévu de se faire un gâteau au chocolat parce qu'on avait amené 5 tablettes de France et qu'on ne trouvait pas de chocolat là-bas. Donc c'était un peu le truc qu'on attendait depuis 6 mois. Donc on sort de la messe, on se fait notre gâteau au chocolat qu'on va partager tous les 4. Ça faisait 6 mois qu'on n'avait pas mangé de chocolat, c'est la fête. Et là apparaît notre nounou, sa nièce, qui invite notre voisine, qui invite le voisin et un autre monsieur qui passait par là. Finalement, au lieu de le partager à 4, on était 12 ou plus dessus. Et en fait, si on voulait dire ça, c'est qu'on a eu plein de moments comme ça pendant lesquels on a vécu cette fraternité ensemble et qui nous ont liés d'amitié. On a vécu des vraies amitiés avec nos collègues et nos voisins. Et c'est cette image du pauvre qu'on a quelquefois en France, qui est un peu lointain. En fait, maintenant, le pauvre, nous, il a un vrai visage. Enfin, le pauvre en Afrique, il a un vrai visage, il a un nom, il a une histoire. Vous savez, quand on envoie les sous là, du bol de riz des enfants à des petits-enfants qui meurent de faim en Afrique, en fait, pour nous, ça a une résonance particulière parce que c'était les copains de nos enfants et en fait, on avait des liens d'amitié, des liens personnels avec eux et ça nous a profondément marqué aussi.
Un autre exemple qui m'a marqué, c'est leur grande générosité. Un jour, on a été invité par la famille de notre nounou dans un village très très reculé qu'on peut même pas atteindre en voiture. Et ils nous ont accueillis vraiment avec plein de mets délicieux. Et puis ils nous ont offert une poule. La poule, en fait, c'est tout ce qu'ils ont, parce que c'est un peuple qui est très pauvre et c'est vraiment important pour eux et c'est une richesse. Donc on a été très touchés par ce geste et signe de leur très grande générosité. Et puis notre mission a pris fin, comme on s'y attendait. Et on est reparti en France après 2 ans là-bas. Le départ a été, les quelques semaines, quelques mois qui ont précédé le départ ont été compliqués à vivre sur place. On s'était évidemment beaucoup investi dans l'adaptation, dans les relations qu'on a avec les gens, etc. Et ça a été déchirant pour nous de réaliser qu'en fait, c'était des au revoir qui ressemblaient beaucoup à des adieux, parce que c'était des gens qu'on aurait très très peu de facilité à revoir plus tard. Et de se dire que tout ce qu'on avait investi s'arrêtait brutalement. Et c'était un grand choc pour nous de se retrouver avec nos 2 enfants, tous nos bagages dans l'avion, et de se dire ça y est, c'est fini, on quitte ce pays, on décolle, et en fait on n'est pas prêt de revenir, ou si on revient, ça ne sera pas du tout dans les mêmes conditions. Et cette mission qu'on avait beaucoup préparée, beaucoup investie, qu'on a vécue à 1000%, et ben d'un coup ça s'arrête, vous vous retrouvez à l'aéroport, tu rentres en France et tu reprends ta vie. Et on a mis du temps, et ça prend du temps, de revenir en France, parce qu'en fait, vous n'avez pas du tout envie que ça s'arrête. Vous avez vu des choses, vous avez vécu des choses qui vous ont changé, et vous avez envie d'intégrer ça dans votre quotidien français, parce que faut être réaliste, en fait, on est appelé à vivre en France. On savait qu'on n'était pas appelé à vivre toute notre vie là-bas. Et tout le challenge du retour, c'est d'accepter de revenir à notre réalité française, et d'adapter les choses, et de se dire mais maintenant qu'est-ce que ça a changé, et qu'est-ce que ça change dans mon quotidien, et qu'est-ce que ça change dans ma manière de mener ma vie future. Au cours de ces 2 années, on a vraiment vécu une expérience très forte en famille. On pourrait même dire que c'est les 2 plus belles années de notre vie. C'est aussi les 2 plus dures. Mais ce qu'on réalise, c'est que ces 2 années en famille ont été assez fondatrices pour la construction de notre petite famille. Et donc, on avait vraiment ce désir de continuer à vivre quelque chose de fort en famille au service des plus pauvres en France. Et on est un peu tombé par hasard sur l'association Lazare, qui organise des colocations solidaires entre des jeunes actifs et des personnes qui ont vécu dans la rue. Et puis, de fil en aiguille, en fait, on a discerné qu'avec Lazare, qu'on était appelé à être famille responsable d'une maison en France. En fait, on a l'impression que rien n'a changé parce que de l'extérieur, on est les mêmes. Mais en fait, dans notre cœur, on est complètement changé, complètement chamboulé. Donc, c'est dur de s'ajuster, de raconter ce qu'on a vécu, de partager avec les gens qui peuvent pas comprendre. Enfin, c'est pas de leur faute, en fait. C'est juste que tant qu'on n'a pas vécu au fin fond du Lesotho à Tabatseka, on peut pas imaginer ce qu'on y vit. Donc, ça a été assez dur pour nous, le retour. Parce qu'en fait, la vie en France, elle est pas simple, hein. On est tout le temps sollicité. On a plein de trucs administratifs à faire. On doit tout anticiper, ce qui était vraiment à l'opposé de notre mode de vie au Lesotho. Au Lesotho, on vit l'instant présent, on prévoit rien. Vraiment, c'est une vie qui est beaucoup plus calme et beaucoup plus dans l'instant présent. Et ici, pas du tout. Ça a été assez dur. Je pense qu'on a mis 1 an à atterrir. Et je sais même pas si on a atterri. On met du temps à atterrir, et je pense qu'on mettra toute notre vie à collecter les fruits qui seront différents en fonction du temps qu'on a à vivre ici. On a vécu pendant 2 ans un truc qu'on n'aurait jamais imaginé dans un pays qu'on connaissait même pas. Si on nous avait dit qu'on devait parler anglais pendant 2 ans, ça nous aurait paru complètement aberrant vu le niveau qu'on avait. Mais en même temps, on s'est dit c'est notre place, et on est convaincu que c'était notre place à ce moment-là. Et le fruit qu'on en tire maintenant, et ce qui a changé dans notre vie, c'est de se dire si c'est nous qui devons prendre les décisions pour nous-mêmes de notre vie, en fait, il y a plein de trucs qu'on va pas vivre, et on va forcément se planter.
Et ce qu'on réalise avec cette mission, d'avoir vécu ce truc complètement improbable et qu'on n'aurait jamais imaginé, c'est qu'il fallait... on a vraiment à cœur d'avoir un discernement et d'être à l'écoute de ce que le Seigneur veut pour nous et ce que le Seigneur nous appelle à vivre. Et on espère mettre ça en pratique, on espère que ça nous conduise toute notre vie, qu'à chaque étape, en fait, on arrive à discerner cet appel qui peut prendre 1001 façons et qui sera moins exotique par la suite parce qu'on n'est pas appelé à vivre à Tabatseka toute notre vie. Mais c'est vraiment ce qu'on a dans le cœur et ce que ça a changé pour nous dans la manière d'appréhender les choses. Et au quotidien, c'est de percevoir ces signes en fait, de Dieu à travers 1001 choses. Parce que notre plus grand désir, c'est ça, c'est de laisser les rênes au Seigneur, parce qu'on est convaincu qu'en fait, il prendra des décisions qui seront meilleures pour nous que si nous, on avait à prendre les rênes tout seul. Pour conclure, on voudrait dire que en ayant vécu ces 2 ans, en fait, on se rend compte que tout est possible, en fait. Que souvent, on se met nos propres barrières et qu'on a l'impression qu'on ne peut pas faire ci, qu'on ne peut pas faire ça, mais en fait, on a eu l'occasion d'oser. C'était pas simple, hein, mais on a osé et on a vécu un truc de dingue. Et donc, voilà, si vous avez dans le cœur un truc un peu fou, je pense que c'est pas par hasard et qu'il faut vraiment écouter les désirs qu'on a. Et puis, peut-être que c'est un désir qui va vous faire aller dans un truc de dingue, mais allons-y, quoi. Foncez et osons. Merci d'avoir passé ce moment avec nous dans les montagnes du Lesotho. Le mois prochain, nous changeons de continent et on vous donne rendez-vous au Brésil. Vous avez aimé cet épisode de Cœur de Mission ? Dites-le nous, commentez-le, abonnez-vous. Et pour plus d'histoires de mission, rendez-vous sur notre site fidesco.fr et sur nos réseaux.